Salut les terriens, bienvenue pour ce tour d'inspection des chantiers et développements liés au programme Starship de SpaceX au Texas. D'ailleurs revigoré par le succès indéniable de sa fusée lors du 11e et dernier vol, l'entreprise s'est permise de rassurer la NASA et ses futurs clients en affichant les tarifs au kilo, tel un vendeur de légumes sur un marché, de l'envoi de charges utiles vers la Lune ou Mars. Rajoutez à cela les annonces des différentes versions du Starship nécessaires pour un retour sur la Lune en fin de semaine dernière, et vous avez une idée de l'ambiance qui règne en ce moment chez SpaceX. Et oui, ils sont surmotivés, et ça tombe bien parce que nous aussi, à l'ESU, on décolle pour Boca Chica. Vous le savez sans doute si vous suivez mes aventures sur la chaîne depuis les tout débuts du journal de l'espace. Bon, j'aime bien parler d'espace, de nouvelles technologies, mais surtout ce qui me plaît c'est de vulgariser au mieux certains concepts scientifiques qui peuvent paraître ardus, afin de les rendre plus accessibles à un large public. C'est la raison pour laquelle, vous l'aurez peut-être vu aussi, il m'arrive régulièrement d'aller visiter les collèges, écoles et lycées pour partager cette passion et qui sait créer des vocations. Et c'est déjà arrivé, j'ai déjà eu pas mal de messages en ce sens. Bon, pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que c'est exactement ce que fait Toby Lee sur X, un jeune américain qui a souvent partagé sa passion sur les réseaux à coups d'animation 3D et de petits articles, et qui aujourd'hui nous apprend qu'il va commencer un master en ingénierie astronautique avec une spécialisation sur les vols spatiaux habités. Son objectif affiché, c'est d'être l'un de ces rares privilégiés ayant voyagé dans l'espace. On lui souhaite par conséquent le meilleur, et effectivement, comme il le dit lui-même dans cette publication, c'est le meilleur moment pour rejoindre les rangs de l'aérospatiale au vu des incroyables progrès actuels de la science et des technologies qui en découlent. On retrouvera d'ailleurs Toby en deuxième partie de vidéo. Bon, et pour ce qui est de créer des vocations, vous le savez comme moi, SpaceX n'est pas en reste. Il est évident que la communication d'entreprise, sa capacité à mettre en scène les grands rendez-vous du développement de sa fusée Starship vont donner envie à de nombreux ingénieurs à travers le monde. Quand on s'intéresse à l'espace et qu'on veut participer à une telle révolution technologique, SpaceX est bien sûr l'entreprise rêvée, mais une fois passé l'excitation du dernier vol plein de réussite, Mathias vous en a fait un résumé complet samedi soir, il faut bien se remettre au travail. Alors revenons si vous le voulez bien sur le plancher des vaches. Sur place, le second pas de tir prend forme. Nous avions évoqué lors d'un précédent tour d'inspection la partie laissée vacante entre la tour et le double déviateur de flamme. Depuis, cette partie a été terrassée et préparée pour de nouvelles coulées de béton. Juste à la limite de cette nouvelle zone en cours de chantier, des réseaux ont été installés dans des tranchées réservées à cet effet et seront probablement recouverts d'ici quelques semaines. Un peu partout, des échafaudages sont encore présents, signe que les travaux ne sont pas terminés et qu'il faudra patienter encore un peu avant que ce second pas de tir soit déclaré officiellement opérationnel. Et pour se faire une idée plus précise de la chose, prenons du recul et même de la hauteur, regardez un peu la propreté des lieux comparée à il y a seulement quelques mois. On a notamment ce promontoire, cette nouvelle table orbitale intégrée et bunkerisée qui pourrait sembler définitivement prête si des ouvriers ne s'attelaient pas encore dessus à souder les derniers éléments et à renforcer ses entrailles, comme on peut le deviner avec les échafaudages encore présents qui dépassent de la fosse. Des tests ont par ailleurs été menés par les équipes du pas de tir sur les deux panneaux à déconnexion rapide dédiés au ravitaillement en ergol de la V3 du Super Heavy. Le panneau dédié au LOX, c'est-à-dire l'oxygène liquide, a réalisé un test bien plus rapide que son homologue. En tout cas, les tuyaux flexibles des deux dispositifs, destinés au BQD d'oxygène et du BQD de méthane, ont bien été installés et sont apparemment régulièrement testés. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas pris des nouvelles du stand en forme de crabe qui servait aux tests cryogéniques et au tir statique des deuxièmes étages avant la catastrophe du S-36 qui avait explosé dessus en juin dernier. Les survols de Mauricio sont toujours aussi instructifs et on en profite pour les remercier car on a désormais la preuve par l'image que le site de Marseille s'est très bien remis du cataclysme qui avait dévasté pour rappel une bonne moitié du site. Les travaux de raccordement et de protection des réseaux ont considérablement avancé et du côté de la ferme à méthane, c'est la même constatation. Les équipements continuent d'être livrés et installés, SpaceX met à jour le site pour sa V3. Des points de ravitaillement ont donc été installés et raccordés, des subcoolers ont été eux aussi raccordés au réseau. Pour rappel, une fois stockés, les ergols doivent être refroidis et potentiellement sous-refroidis, dans le cas du méthane ou de l'oxygène. Un subcooler, c'est justement un dispositif qui refroidit en dessous de sa température d'ébullition pour le rendre plus dense et plus stable. Dans l'aérospatial, cela permet de stocker plus de carburant dans les réservoirs et d'améliorer les performances des moteurs. Quant aux pompes cryogéniques, à méthane ou à oxygène liquide qu'on a vu être installées en quantité sur le site de lancement, elles permettent de déplacer les ergols depuis les grands réservoirs au sol vers les conduites de remplissage des étages.
Ces liquides sont dits cryogéniques car très denses et très froids, moins 183 degrés Celsius pour l'oxygène et moins 161 degrés pour le méthane. Les pompes maintiennent un débit stable et une pression suffisante pour alimenter les réservoirs du Starship sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Pour ce qui est des échangeurs de chaleur sur place, entre parenthèses et pour rappel on les appelle en anglais des heat exchangers, et ils servent à contrôler la température des ergols cryogéniques en les refroidissant, le subcooling en anglais, ou en les réchauffant légèrement afin de maintenir leurs propriétés optimales avant le transfert vers les réservoirs des étages de la fusée. Ils sont eux aussi en cours de raccordement. Un peu plus loin, le stand cryogénique qui sera réservé aux vaisseaux de prochaine génération, si l'on se réfère au nombre d'appuis qui serviront à poser les tuyères des moteurs, ici 3 au centre, assez visibles, a reçu d'importantes modifications ces dernières semaines. Dans la même zone, on retrouve l'ancien Can Crushers qui aurait été recyclé pour d'autres types d'essais. En effet, des structures verticales auraient été installées sur ses flancs et seraient, je dis bien seraient au conditionnel, destinées à tester les nouveaux grid fins du moteur. Enfin, l'ancien stand cryogénique, dédié aux boosters de version précédente, a lui aussi été rééquipé pour pouvoir intégrer au mieux les modifications qui suivent l'évolution du premier étage du Starship. Pour info, si l'on posait un booster de nouvelle génération sur ce stand tel qu'il est conçu actuellement, cela pourrait endommager considérablement les tuyères de ces 20 moteurs périphériques. Comme chez SpaceX, rien ne se perd, tout se transforme, pas étonnant de voir ces anciens équipements être mis à jour et améliorés en conséquence. En bref, vous m'avez compris, Massey se remet peu à peu et devient même suréquipé afin de poursuivre la mission qui lui a été confiée, valider les Super Heavy et les vaisseaux de la V3. Allez, avant de faire un tour sur le site de Massey, intéressons-nous d'abord aux récentes annonces de la NASA qui a dévoilé de nouveaux détails que certains trouveront attendus, certes, sur le futur HLS de SpaceX. Immédiatement, des petites infographies des différentes versions de Starship qui seront nécessaires aux Américains pour un retour sur la Lune se sont multipliées comme des petits pains sur les réseaux, vous vous en doutez. Ces nouveaux documents relatifs au développement du programme Artemis et du Starship dans sa version lunaire ne révèlent rien de bien nouveau en soi, mais confirment quand même la stratégie adoptée par l'entreprise, que nous avons souvent ici au passage critiquée de façon constructive, en tout cas il me semble. Quelques chiffres avant de passer au tarif des missions cargo de SpaceX récemment dévoilé sur son site. La partie habitable de ce futur Starship HLS, qu'on n'a toujours pas vu au passage, sera dotée d'un volume 136 fois supérieur à celui du module lunaire Apollo, ce qui, vous avouerez, est considérable pour une mission habitée vers la Lune. Cette version du deuxième étage de la fusée sera haute de 52 mètres et offrira un volume intérieur de 614 mètres cubes, un record forcément pour un vaisseau lunaire, encore une fois on vous le dit ici, est probablement trop gros pour une telle opération, mais ne soyons pas trop rabat-joie, nous savons désormais de quoi SpaceX est capable. Bon, et puisque nous en sommes aux chiffres, eh bien penchons-nous maintenant sur une autre annonce récente. Je l'évoquais en introduction, les tarifs de SpaceX sont désormais disponibles sur leur site. Donc si vous avez un petit objet fétiche à envoyer sur la Lune ou sur Mars, eh bien c'est le moment ou jamais. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, eh bien laissez-moi vous expliquer, cela a eu lieu durant la première quinzaine de ce mois, une annonce passée quelque peu inaperçue dans le tumulte de l'actualité actuelle, mais qui pourtant mérite qu'on s'y attarde. Le HLS, le Human Landing System, qui fait référence à la version lunaire du Starship, fait enfin parler de lui, et c'est justement Toby Lee dont nous parlions dans les news légères qui nous relaie l'info. Comme vous le savez, l'entreprise remet régulièrement une pièce lorsqu'il s'agit de trouver des fonds, motiver les investisseurs et continuer de faire rêver à n'importe quel prix. Enfin ici pas n'importe quel prix justement, puisque pour le coup SpaceX a bien publié sur son site non seulement le calendrier, mais également les tarifs des missions cargo du Starship sur la Lune, et aussi sur Mars tant qu'à faire. On y apprend qu'elle prévoit de lancer des missions cargo respectivement sur notre satellite et sur notre voisine en 2028 et en 2030, chacune au prix de 100 millions de dollars par tonne ou 100 000 dollars par kilo. Voilà, des tarifs imbattables en comparaison avec d'autres acteurs du secteur tels qu'Astrobotic qui propose de son côté un prix de 1,2 million de dollars par kilo pour atteindre la surface de la Lune grâce à ses atterrisseurs lunaires. Le Starship de SpaceX diviserait donc carrément par 12 cette offre avec un prix bien inférieur au prix moyen par kilo pour atteindre la Lune et même au-delà de la simple banlieue terrienne. Bon ici je m'interroge quand même sur le fait que le prix est identique pour la Lune ou pour Mars, sachant que pour Mars ça reste encore bien plus compliqué. Dans tous les cas, si vous nous suivez régulièrement, vous savez bien qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux, et que la réduction des coûts, c'est la quintessence même d'un programme tel que celui de la fusée 100% réutilisable, ou en tout cas on l'espère, la plus puissante du monde, ce qui permet par ricochet de proposer des tarifs imbattables aux clients. Alors oui, là encore certains d'entre vous l'auront peut-être décelé, ce petit ton ironique dans ma voix n'est pas pour se moquer, non, mais simplement pour rappeler une simple réalité qu'en tant que passionnés du programme Starship, nous avons peut-être tendance à oublier. Eh oui, je parle bien sûr du gigantisme du deuxième étage du Starship, sa trop grande taille et son poids forcément.
En effet, quand on voit les dégâts sur le bouclier thermique suite à la rentrée d'un deuxième étage du Starship dans notre atmosphère, on se dit intuitivement, et même sans faire référence à la science, que quand même, un étage aussi gros et grand lancé à grande vitesse, ça ne doit pas être bien simple à ralentir, non ? Si notre atmosphère assez dense joue très bien ce rôle, la Lune elle n'a pas cet atout pour ralentir les gros objets qui menacent sa surface. Pas d'atmosphère, pas de bouée au milieu de l'océan, personne pour filmer le désastre qui nous attend si le Starship dans sa conception actuelle n'est pas totalement revu afin de correspondre aux exigences de notre bonne vieille Lune. Et oui, parce que pour en revenir à votre objet fétiche ou une carte postale envoyée à votre petit-fils qui se sera engagé dans un voyage interplanétaire, que ce soit à destination de la Lune ou de Mars, encore faut-il que le vaisseau qui le transporte soit fiable pour ne pas que votre précieux colis ne finisse en bouillie dans le régolithe. Il reste par conséquent une question fondamentale que tout observateur averti du programme Starship est en droit de se poser, indépendamment du degré d'enthousiasme qu'il a pour ce projet. Est-ce réellement réalisable dans un laps de temps aussi court ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord envisager l'état actuel du programme qui n'a accompli que 50% du chemin, avec pour l'instant un seul étage réutilisable, ce qui certes est génial et encourageant, mais ne reste qu'on le veuille ou non que la moitié du chemin parcouru. Le défi suivant, et non des moindres, concerne bien le ravitaillement orbital dont dépend en premier lieu la fiabilité du vaisseau. SpaceX prévoyait un test de ravitaillement en orbite entre deux Starships en mars 2025, une démonstration cruciale pour le programme Artemis et pour toute mission lunaire. Or nous sommes déjà en octobre 2025 et ce test n'a toujours pas eu lieu. Le ravitaillement orbital, qui reste une théorie sur le papier, sans passer par la pratique très rapidement, pourrait bien être la plus grande désillusion pour ce programme Starship, car sans cette capacité maîtrisée, aucun HLS ne peut espérer atteindre la Lune avec une charge utile significative. Parlons maintenant du Block 3, cette version tant attendue du Starship qui doit révolutionner le programme. Cette nouvelle génération doit ouvrir la voie vers Mars avec un objectif d'au moins 5 vaisseaux transportant environ 10 tonnes de charge utile durant la fenêtre de transfert de 2026. Mais remarquez bien, on parle de 10 tonnes et pas 100. L'écart est colossal, les tests des moteurs Raptor 3 progressent à McGregor avec des durées de combustion atteignant presque de longues minutes certes, ce qui est encourageant. Cependant, entre des tests moteurs réussis et un système opérationnel capable de transporter 100 tonnes jusqu'à la surface lunaire, il y a encore un gouffre technologique. Le cas du HLS lui-même mérite qu'on s'y attarde. Le panel de sécurité aérospatiale de la NASA avertit que le Starship HLS pourrait accuser des années de retard sur la mission Artemis 3, initialement prévue pour mi-2027. La version Block 3 de Starship sera nécessaire pour transporter en sécurité les astronautes vers la surface lunaire lors d'Artemis 3, une mission qui a été repoussée de fin 2026 à mi-2027 au plus tôt, et on le sait vraiment au plus tôt, en partie à cause du manque de préparation du système. Si le HLS habité n'est pas prêt pour 2027, et ce sera très probablement le cas, comment alors imaginer qu'une version cargo soit opérationnelle un an plus tard en 2028 ? Ajoutons à cela les spécificités techniques du HLS, ce n'est pas simplement un Starship standard repeint en blanc, il nécessite des panneaux solaires dédiés et autres, ainsi qu'une plateforme de chargement faisant office d'ascenseur pour transporter l'équipage et le matériel de la partie cargo du Starship à la surface lunaire et inversement. Or, pour l'instant à la Starbase, aucun prototype HLS n'est visible, hormis la coiffe blanche du S-22 reconvertie en espace de travail. Le développement se ferait en secret selon SpaceX, mais dans l'industrie spatiale, il est quand même difficile de dissimuler des prototypes de 50 mètres de haut, surtout que comme vous le savez déjà là aussi, ce n'est pas le genre de l'entreprise de faire les choses discrètement. Le calendrier pose également problème. Pour atteindre l'objectif de 2028, SpaceX devrait d'ici fin 2025 avoir réussi le ravitaillement orbital, toujours en attente, avoir stabilisé le taux de réussite du Starship à au moins 90%, avoir commencé la production en masse du Block 3 et avoir entamé la construction du premier HLS cargo. Nous sommes en octobre 2025 et aucun de ces jalons ne semble pour l'instant atteint. Alors 2028, comme annoncé par SpaceX, est-il réaliste ? Bon, bien que je ne sois pas clairvoyant, ma réponse la plus honnête, c'est tout simplement non. Pas selon les standards habituels de l'industrie spatiale. Pourtant, on ne peut pas oblitérer le fait que SpaceX n'est pas une entreprise comme les autres. Elle a déjà accompli l'impossible, pensons par exemple aux atterrissages du Falcon 9 ou aux récupérations spectaculaires des boosters Super Heavy. Mais restons quand même sérieux, même pour une entreprise de la classe de SpaceX, 3 années seulement pour développer, tester, certifier et déployer commercialement un système HLS cargo, cela représente un défi plus que titanesque.
N'oublions pas non plus que 2025 devait être l'année charnière que nous attendions tous, mais elle a plutôt été une longue plainte, surtout pour ce deuxième étage qui a donné du fil à retordre aux ingénieurs de SpaceX, et malgré les deux formidables exploits de deux réutilisations de boosters, le B14.2 qui a volé respectivement pour le 7e et 9e vol, et le B15.2 qui a volé respectivement pour le 8e et le 11e vol. Inutile donc de préciser que malgré les statistiques impressionnantes de notre fier Super Heavy, le vaisseau tuilé de SpaceX va devoir grandement faire ses preuves dès 2026. Sera-t-elle l'année charnière pour le programme que nous espérons tous ? Aujourd'hui, nul ne le sait, ce qui ne nous empêche pas de faire des projections de façon pragmatique. Ainsi, une estimation plus réaliste placerait la première mission cargo HLS entre 2030 et 2032, soit à 6 ans à partir de maintenant. Ce délai permettrait de résoudre les problèmes de fiabilité du Starship actuel, de maîtriser le ravitaillement orbital, de développer correctement le Block 3, et de construire puis de tester le HLS Cargo. Tout ça sans même parler des infrastructures au sol à Boca Chica en pleine reconfiguration et les nouveaux pas de tir qui se construisent peu à peu en Floride. Bon, vous allez me dire, Quentin, dis donc t'es vachement dur aujourd'hui, mais je vous assure ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme basé sur l'état actuel du programme. L'annonce de SpaceX reste néanmoins stratégiquement brillante, afficher des tarifs compétitifs et des échéances ambitieuses comme toujours, attirer les clients et les investisseurs potentiels et maintenir la pression sur les équipes et sur la concurrence. Mais vous le savez, entre l'annonce marketing et la livraison opérationnelle, il y a toujours tout un monde. Pour l'instant, gardons un enthousiasme lucide, la date 2028 relève davantage du wishful thinking ou d'un vieux pieu en français que d'une simple planification réaliste qui serait pour le coup beaucoup moins vendeuse. Et voilà les terriens, un grand merci à vous tous, et pour ceux qui découvrent la chaîne en ce moment même, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, et pour tout le monde, le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir, et le partage de la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, on se retrouve vendredi sur la chaîne pour l'actualité spatiale, à très bientôt les terriens.